Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'allons pas parler de yoga postural, nous allons parler d'une autre forme de yoga, qui est peut-être plus profonde, plus belle et surtout plus universelle. Nous allons parler d'amour. Et pour vous parler d'amour, je reçois, et j'en suis très heureuse, la fondatrice de Love Intelligence, une méthode d'accompagnement concrète et pragmatique pour aider les personnes à développer l'amour. Bienvenue Florence Escaravage dans les Conversations du Tigre. Merci Elodie. Je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation et je suis très heureuse qu'on parle de ce sujet. Je pense que c'est important d'aller au fond des choses et d'oser peut-être aborder des questions que les gens se posent et qu'ils n'osent pas poser officiellement. Et cette démarche de coaching amoureux que tu as créée est un grand succès en Europe et outre-Atlantique avec une méthode qui a fait son efficacité, qui est réclamée par des coachs américains, canadiens. Tu voyages en permanence et on a beaucoup de chance de t'avoir aujourd'hui. Alors, j'ai une première question. Quel est l'état de l'amour en France post-Covid ? Quel est le climat amoureux de cette saison d'été 2022 qui s'annonce ? Écoute, le climat, il est une belle envie. En fait, il y a quand même une belle envie d'aimer. C'est-à-dire que ça n'a pas changé. C'est imperturbable. C'est comme, voilà, on a besoin de boire, on a besoin d'être bien avec soi, et ben on a envie d'être bien avec un autre. Donc, c'est quand même ce qu'il y a de plus fondamental. C'est que il n'y a pas d'envie de s'éclater, de faire n'importe quoi. Il y a en grande majorité une envie d'être bien avec quelqu'un. En revanche, la difficulté est dans l'opérationnalité de cette envie, en fait. C'est que, comme il y a une perte de repères, il y a donc la fin de ce modèle matriarcal qui avait beaucoup d'inconvénients, mais qui avait sa logique. Donc, on rentrait dans les chaussures d'un modèle patriarcal qui était absolument terrible, à plein d'effets. Jusqu'à quand il y a eu ce modèle patriarcal ? On va dire qu'il a fonctionné quand même jusqu'aux années 70. Et puis même là, aujourd'hui, ceux qui sont nés, voyez, encore dans les années 60, ils sont encore un peu dans ce modèle. Voilà, à partir de 65, ceux qui sont nés à partir de 65, ils commencent à basculer vers un modèle tout de même beaucoup plus libre, où finalement cette notion d'amour est vraiment très empreinte de liberté. Et plus on avance dans le siècle et on bascule dans l'autre siècle, et alors c'est là où la notion de liberté, on ne sait plus la gérer. Alors que, Parce qu'on en a envie et on ne sait plus quoi faire avec ou comment la mettre en place dans son quotidien. C'est ça. En fait, il y a des courants très contraires. Donc, il y a le courant du développement personnel. Moi, encore hier matin, j'avais une jeune femme de 44 ans qui vient me voir. Très jeune. Ouais, très jeune. Une belle brune qui vient me dire j'arrive pas à être heureuse seule. Je dis mais heureusement. En fait, heureusement parce qu'il y a des moments de sa vie où c'est difficile d'être seule parce que vous voyez, on est programmé quand même pour être en lien. Le fait d'être en lien, nous permet de grandir par la différence de l'autre. Mais cette différence de l'autre, elle est quand même difficile. Donc, pour répondre à ta question, Elodie, oui, aujourd'hui, il y a une vraie perte de savoir-faire, en fait, de savoir... certains ne savent pas créer un lien de qualité, mais la plupart ne savent pas le faire grandir et l'installer parce que finalement, tous les aléas de la vie et les différences de l'un ou de l'autre vont à un moment donné couper le canal émotionnel et la relation va s'arrêter. Et cristalliser les difficultés au lieu de cristalliser ce qui fonctionne. Voilà, alors la notion de cristallisation qui est propre à Stendhal, qui est magnifique parce que justement c'est l'idée de voir l'autre avec plein de lumières différentes et donc ça permet de comprendre cette cristallisation que tomber amoureux, c'est vraiment s'extraire de soi pour être projeté dans l'univers de l'autre. Et donc, en altérité. Et en effet, à un moment donné, au lieu d'être dans cette cristallisation merveilleuse, on va cristalliser sur les difficultés. Et alors, tu sens qu'avec cette crise du Covid, ces années d'enfermement relatif, mais tout d'un coup de retrouvailles finalement physiques ou au contraire de séparation assez drastique,
tu sens que les rapports des couples ont changé, ont évolué, parce que on voit, quelles sont les questions que se posent les couples aujourd'hui, et est-ce qu'il y a une remise en question majeure des fonctionnements du couple au quotidien parce qu'on a vécu cette crise du Covid? Bah, en fait, le Covid, l'incidence du Covid sur l'amour, elle est pas forcément que négative. Il y a eu beaucoup de couples d'abord qui se sont retrouvés, puisque la problématique du couple aujourd'hui, c'est l'espace. C'est l'espace au calme, c'est l'espace déconnecté des écrans, c'est un espace de calme. Et donc, le Covid a permis cela. En revanche, d'autres qui ont pu être très enfermés, parfois dans des petits espaces, eh bien, malheureusement, pour certains, il y a eu de la violence. Voilà. Mais au final, le Covid a quand même fait émerger l'essentiel. Et l'essentiel, ben voilà, pour certains, c'est de retrouver la nature. Et pour d'autres, ben, c'est de se lier en vérité avec quelqu'un. Et on a peut-être quitté, grâce au Covid, un oripeau de contrôle et d'illusion sur le fait que ben, l'autre voilà, est extraordinaire et je suis sa princesse. Et on est peut-être rentré un peu plus en vérité dans un échange de qualité. Pour investir un peu plus, s'investir et investir un peu plus la relation de couple avec plus de naturel, de spontanéité? Oui, alors toutes ces questions-là, en fait, là, ce que ça m'amène à dire que finalement, voilà, il y a plusieurs étapes dans l'amour, hein. Il y a l'étape où on n'est pas du tout acteur. Et donc, c'est biologiquement qu'on va recevoir l'amour et donc on va tomber amoureux. Et donc, dans cette étape-là, on n'a pas besoin d'apprendre grand-chose. Alors, il y a ceux qui On se n'arrivent laisse porter. Alors, on se laisse porter. En tout cas, il y a ceux qui n'arrivent pas à cette étape-là. Et si tu veux, je pourrais en reparler parce que ils n'ont pas cette capacité à créer une connexion émotionnelle vraie. Et donc, finalement, ils sont dans l'admiration de l'autre. Bon, mais ça, si tu veux, j'en reparlerai après. Mais donc, l'état amoureux, voilà, quand on tombe amoureux et qu'il y a cette réciprocité amoureuse, eh bien, on est physiologiquement transformé. Cette transformation physiologique, c'est donc un état naissant qu'on appelle l'état amoureux. On ne pourrait pas être amoureux toute sa vie, sinon on mourrait, le cœur ne tiendrait pas. Parce que d'un point de vue biologique, d'un point de vue hormonal, on a par exemple, comme une sourdine de piano, on se met en sourdine notre esprit critique et au contraire est mise en éveil notre ouverture, ce qui fait qu'en fait on est tout en prégnance sur l'autre. Donc cet état-là, il est magnifique, il est nécessaire. C'est presque un état modifié de conscience. C'est un état modifié de conscience, tout à fait. C'est un état où, en effet, on est... l'autre, en fait, est magnifié, mais parfois réellement. Hein. Si vous voulez, quelqu'un qui est amoureux, on le voit dans ses yeux, il a quelque chose qui est plus touchant. Et en fait, il accède à sa vérité. Et comme il accède à sa vérité, bah, l'autre est touché par sa vérité. Hein. Donc, c'est un espace d'échange où on peut tout se dire. C'est comme ça que naît l'état amoureux, c'est qu'à un moment donné, on sent un espace chez l'autre, c'est-à-dire que on a envie d'être à son côté parce que il se livre avec tellement de justesse et de vérité que on trouve un sens à être près de cette personne-là. Son univers nous attire. Donc c'est absolument magique cet état amoureux, mais il y a Et dans cet état amoureux, pardon, si je comprends, ce que tu veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on n'est pas ni dans une quête de liberté, ni dans une quête d'espace. Ce fameux espace qu'on va chercher plus tard, à ce moment-là, il disparaît. On n'en veut pas. Bah alors, c'est-à-dire qu'il y a quand même, avec cet état amoureux, ce que j'appelle le fama, c'est-à-dire du fantasme, de l'angoisse, du manque, du mystère et des attentes. Donc, c'est pas confortable. Fama, pas mal ça. C'est pas confortable tout le temps. Donc moi, c'est vrai qu'en coaching, quand j'ai des personnes qui sont amoureuses, je leur dis restez vigilantes pour que le fama se mette en place. Parce que de temps en temps, notre réflexe, c'est justement de dire mais tout est tellement fluide et naturel. Mais en fait, tout est tellement évident. Tout est tellement évident, alors qu'en fait, tout est extrêmement fragile.
Et, et c'est pour ça que la personne, elle est souvent sur une ligne de crête. Et elle est sur une ligne de crête, elle a un paysage magnifique, voilà, elle est là pour rejoindre l'autre, mais au final, il y a plein de pièges et d'écueils parce que la privation de liberté, si elle est ressentie dans cet espace-là, l'état amoureux s'arrête net. C'est comme, un coup près. Donc, il faut comprendre que cette angoisse, cette attente, ce mystère, ce fantasme, ils sont nécessaires pour que l'état amoureux dure, en tout cas se mette bien en place. Et donc, il faut évidemment rien précipiter et avoir un immense respect pour la liberté de chacun. Mais donc, tu vas nous expliquer comment on peut conserver ça. Oui, alors... Alors attends, est-ce que tu veux, peut-être qu'on va expliquer quelle est ta méthode, parce que quand même, là, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est fabuleux. Mais on va faire une toute petite marche arrière, si ça ne t'embête pas, pour expliquer comment tu as aggloméré finalement cette masse d'informations critiques qui t'ont permis de créer une méthode avec des experts, avec des scientifiques, et que ce n'est pas juste ton propre ressenti et ton envie de conseiller les gens. Et pourtant, tu l'avais, tu faisais de la communication, tu conseillais beaucoup les gens. Mais il y a quand même une matière extrêmement épaisse quand on regarde ton parcours qui font que cette méthode, elle est totalement légitime, elle est innovante et c'est une méthode d'expert. Donc, c'est pour que écoutez bien ce que Florence va nous dire aujourd'hui. Enfin, on a tous à y gagner, donc concentrez-vous. Bon, mais là, en effet, c'est pour un aperçu sur mon parcours. Si tu veux que je raconte comment je suis venue... Alors, oui, la surtout méthode, comment s'est créée la méthode avec cette certitude que tu étais, toi, déjà, au bon endroit, au bon moment, parce qu'il y a quand même une bascule dans ta vie, et que cette méthode était la bonne méthode pour accompagner des couples jeunes, moyens jeunes, plus adultes, plus vieux. Quand j'ai commencé, tout a commencé vers fin 2005, début 2006. Donc, en effet, moi, à l'époque, je travaillais à la direction de la stratégie d'un grand groupe qui était le Club Med. Et puis, j'avais eu ma première fille. Je devais être je ne sais plus très bien dans quel stade j'étais. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a un homme qui était un ami de mon mari, voilà, qui est venu me voir. Je l'avais vu 2 ou 3 fois. Et il m'a demandé de le coacher en amour. Il était en psy depuis longtemps. Il avait eu 2 jumeaux d'une rencontre en boîte de nuit qui n'avait duré que l'espace de la nuit. Et donc, il m'a demandé de le coacher. Et puis, il voulait me voir régulièrement, pas juste une fois ou 2 pour que je l'aide autour d'un café. Donc, moi, je n'avais aucune conscience à l'époque d'une pertinence en la matière. Et donc, je lui ai dit non. Je lui ai dit non. En plus, il voulait me rémunérer un prix élevé parce qu'il fallait que je me déplace, qu'il se déplace, que ça dure 1h30, que ça soit tous les 15 jours. Et donc, je lui ai dit non. Et puis, c'est ça qui a été l'effet déclencheur. Parce qu'en fait, tous les jours, je pensais à lui. Je pensais à lui parce que j'avais l'impression d'avoir compris son problème. Donc, en fait, ça me démangeait de l'aider. Et donc, au bout de... Et puis, le love coach, je trouvais ça ridicule, ce truc-là, à l'époque. Et donc, au bout de 2 mois, quand même, ça m'a démangé. Je me suis dit, non, il faut que je le voie, au moins une fois. Et donc, je l'ai appelé. Et puis, on s'est vu dans un lobby d'un grand hôtel de la Défense. Voilà, et on était éloignés. Et puis, pendant 1h30, je l'ai aidé. Et là, je me suis dit, oulala... J'ai l'impression de lui avoir dit des choses très utiles. J'avais compris son problème. D'ailleurs, son problème, je ne l'ai jamais retrouvé jusqu'en 2018, je crois. Donc, il y avait une partie instinctive. Voilà. Donc, c'est important de dire que, en fait, et quand j'ai raconté cette histoire, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais bien sûr, tu es celle qui nous aide. Regarde, quand tu t'es mariée, je m'étais mariée 2 ou 3 ans avant. Quand je faisais du conseil en stratégie, les gens avaient rajouté amoureuse. Ils avaient fait un film en montrant tous ceux que, soi-disant, j'avais mariés. Mais moi, j'en avais pas du tout conscience. Voilà. Et puis, bon, moi, j'étais heureuse dans un univers plutôt professionnel, classique. Et à un moment donné, il y a des gens que je connaissais pas qui m'ont appelée pour me voir. Et la première fois où j'ai accepté une personne que je connaissais pas, je suis rentrée, j'ai vu la fille. Et la fille, elle avait un petit chien avec des petites barrettes. Elle n'était pas du tout de mon univers. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais Florence,
tu n'es pas du tout à la bonne place. Bon, je m'étais déplacée, j'avais payé mon parking, j'allais quand même pas lui faire faux bond, et donc je m'assieds en face d'elle. Et là, elle me parle de sa vie amoureuse, et je me coule dedans, et je me sens à ma place, et je l'aide vraiment sur son problème qui était je sais plus, mais immense en tout cas, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'enjeux. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose, Florence, t'es à ta place. Donc j'ai décidé, comme je me sentais pas légitime, mais j'ai décidé de monter un comité d'experts. En fait, ce que je ressentais à l'époque, c'est que j'avais des copines qui étaient en psy et que je trouvais quand même un peu trop dans l'introspection, dans l'égocentrisme, dans une forme de trop d'attentes intellectualisées. Et je sentais que en fait, ça les empêchait dans l'amour, dans l'ouverture à l'autre. Hein. J'avais 34 ans, 35 ans à l'époque. Et puis, et donc, je voyais un problème d'exigence, je voyais un problème d'incompréhension. À côté de cela, je voyais le développement personnel avec sa grande idée de la confiance en soi, qui disait sois heureux seul, prends confiance en toi, parle de tes atouts. Et je me dis, mais C'est Charles Pépin. l'amour ne relève pas de ça. Et moi, c'était il y a 15 ans. L'amour n'a rien à voir Avec la confiance? avec la confiance en soi, au contraire. Et donc finalement, je comprenais que cette posture de confiance en soi, elle était très délétère parce que Et presque dangereuse, oui. elle amenait en effet chacun ou chacune un peu à surjouer un personnage, en tout cas à être dans le contrôle, et donc à casser la connexion émotionnelle, qui est la seule chose à laquelle il faut porter attention. Et donc, j'ai commencé à construire ma méthodologie en construisant en parallèle un comité d'experts, en me disant, j'ai quelque chose en moi que je trouve qui n'existe pas dans les livres, qui n'existe pas en thérapie, qui n'existe pas dans le développement personnel, mais j'ai besoin quand même que des personnes la valident. Donc j'ai créé un grand comité d'experts avec des psychiatres de renom, des psychothérapeutes, voilà. Qui avait réalisé des travaux en psychologie amoureuse. Voilà, déjà. qui avait réalisé des travaux. Après, je me suis passionnée pour Arthur Aron, qui est un chercheur scientifique à l'université de Stony Brook aux États-Unis, avec qui j'ai beaucoup échangé. Et donc, en fait, je payais ces psychiatres ou ces psychothérapeutes la séance, mais au lieu de parler de moi, je leur envoyais ma méthodologie. Ouais, c'était de la maïotique. Tu faisais accoucher d'une méthode, d'une co-création d'une méthode. Quoi. Ben, en fait, ils m'apportaient leur point de vue. Voilà. Et j'avais besoin de ça. Et donc, ça a duré quelques temps. Une fois qu'elle a été finalisée, ça m'a permis de me sentir assez légitime, évidemment. Et puis, à un moment donné, assez vite, en fait, il y a eu des gens qui ont demandé à être formés. Donc, j'ai formé ma première coach, Sonia, après Brigitte, qui travaille encore avec moi. Donc, ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, c'est extraordinaire. Donc, les formations, on est d'accord, ce sont des coachs en amour. Alors, en fait, ces personnes-là, elles viennent pas de nulle part. Il y en a une qui était psychothérapeute, RH, c'est des parcours un peu psy. L'autre qui est psy. Voilà. Depuis, j'ai ouvert la formation à d'autres personnes qui ne sont pas du tout de l'univers de l'intelligence. Là, j'en ai formé une centaine. Hein. Donc, on a à peu près la moitié de gens qui viennent de l'univers du bien-être. Donc, ils sont thérapeutes, conseillers conjugaux. J'ai des médecins, des sexologues, des hypnothérapeutes ou même des infirmières. Et puis, il y en a d'autres qui viennent d'un milieu complètement différent et qui veulent faire cette bascule. Alors, il y en a qui peuvent venir des RH, il y en a qui peuvent venir de l'événementiel, il y en a qui... Voilà, et qui sentent quand même qu'ils ont un instinct, ou en tout cas, déjà, il y a quelque conseillent. chose... Tu es forcément dans l'altérité, donc tu dois déjà avoir un peu ce sentiment d'empathie profonde et de t'intéresser à l'autre, parce que sinon tu peux pas ce sujet les passionne, ils ont envie d'apprendre et ils sentent que ce serait possible pour eux d'être légitimes sur cette question-là. Donc voilà, donc la formation est longue, elle dure 7 mois. Et alors on a vu le profil des coachs, quels sont les profils des personnes qui viennent te voir? Est-ce que ce sont des célibataires qui se disent j'ai un problème, je n'arrive pas à rencontrer la bonne personne? Est-ce que ce sont des couples? Est-ce que ce sont des jeunes? Ouais. Et comment vous adressez finalement cette population à visage multiple et donc à problématiques multiples avec une méthode unique? Il faut que je te réponde quand même sur la notion de la méthode, parce que finalement, moi, ma méthode,
c'est la connexion émotionnelle. C'est-à-dire que c'est apprendre à rendre compétent quelqu'un sur sa capacité à mettre en place les bonnes dispositions pour que cette connexion émotionnelle advienne. Ça, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et c'est ce qui met tout en place. Ça résout les problèmes d'exigence, les problèmes de différence, les problèmes de place. Voilà, en fait, quand il y a ce canal émotionnel qui fait que les émotions circulent entre deux êtres, alors on n'a plus de problème avec qui ne veut pas s'engager, avec sa différence, je ne peux plus la supporter. Voilà, tout se remet en place. Tant qu'on ne travaille pas cette matière émotionnelle... Même dans un couple qui a 25 ans de vie commune. Sûr. Quand on est dans un couple qui a 25 ans... Mais d'ailleurs, les sexologues, par exemple, qui ont suivi la formation de Love Intelligence, ils me disent qu'ils ne travaillent plus de la même manière. Maintenant, ils travaillent sur l'état amoureux qui va résoudre les problèmes de sexualité. Bah évidemment, parce que quand on retombe amoureux, on a envie à nouveau de faire l'amour. Donc, Donc cette connexion émotionnelle, elle n'est pas que dans la phase de rencontre, dans la phase FAMA que tu décrivais tout à l'heure. On peut la recréer, on peut l'alimenter tout au long de sa vie. En fait, pendant l'état amoureux, cette connexion émotionnelle, cette vibration, elle est quasiment tout le temps. D'accord ? Tandis que dans un couple établi, donc c'est là où je pourrais quand même terminer aussi tout à l'heure les différentes étapes de l'amour, parce que là j'ai parlé que de la première étape. Mais donc dans un couple établi depuis 20 ans, ou même depuis 5 ou 10 ans, eh bien... la connexion émotionnelle, il faut la reconvoquer. C'est comme reconvoquer l'état amoureux. Et donc, pour cela, il faut être compétent. Il faut être compétent parce qu'on a eu tous les aléas de la vie, l'adolescent difficile ou le premier enfant qui nous fatigue. N'a pas fait ses nuits. Voilà, on a une belle-mère compliquée, peut-être l'enfant d'un premier mariage compliqué, on a peut-être une maladie, un divorce, un stress professionnel. Enfin, de toute façon, il y a forcément quelque chose qui advient, qui déséquilibre le couple et qui souvent amène l'un des deux dans sa grotte. L'un des deux à s'isoler parce que le climat de confiance n'est pas complètement là, parce qu'il y a trop de critiques, parce que la différence de l'autre est insupportable sur tel ou tel sujet. Voilà. Et donc, avant d'expliquer comment communiquer sur tel sujet compliqué, il faut recréer cette connexion émotionnelle parce que et plus on est en crise, plus c'est le moment où il faut y aller. Et donc cette connexion émotionnelle, eh ben, c'est une compétence donc, pour aller chercher l'autre sur ses fondamentaux, sur ce qu'il traverse, sur cette phase pivot. On est tous dans une phase pivot à un moment donné. Reconnecter sur notre vulnérabilité, c'est-à-dire savoir exprimer à l'autre, pas forcément sur le sujet du couple, mais sur ce qu'on traverse, sur une existence, et en fait, c'est à un moment donné, voilà, c'est comme un pont-levis. On est 2 tours du Moyen-Âge, comme je dis parfois, avec 3 mètres d'épaisseur. Et là, tout d'un coup, il y a un pont-levis qui s'établit entre les 2 tours. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent, on voit une intériorité qu'on n'avait pas vue et il y a une émotion qui revient. Et c'est là où alors on peut retravailler le couple sur tous les sujets tricky, les sujets embêtants. Oui, enfant, argent, sexe, n'importe, qualité de vie. Parce que quand on ressent une émotion, tout se remet en place. Voilà. Et cette connexion émotionnelle, question très pragmatique, mais j'imagine qu'on est nombreux à se la poser, il faut combien de temps pour la recréer et est-ce que tout le monde est capable de la recréer ? Alors, tout le monde est capable de la recréer parce que si tu veux, on est quand même biologiquement fait, évidemment pour nous reproduire, mais on est biologiquement fait pour grandir dans l'altérité. En fait, comme on est des êtres de lien, c'est pour ça que je trouve ça complètement débile de dire il faut apprendre à vivre seul. Oui, c'est très bien de vivre seul de temps en temps, mais enfin, à un moment donné, on se répare tellement plus, ça c'est mon point de vue, dans le lien. Moi, parfois, je suis en conflit d'intérêt avec un psy. J'ai une cliente là qui vient me dire j'ai découvert tel truc au sujet de mon enfance et ma psy me dit alors surtout vous arrêtez tout, pas de relation en ce moment tant qu'on n'a pas travaillé le schéma. Je dis mais ça va pas. Vous êtes venu me voir il y a 3 mois. Vous aviez quasiment pas connu l'amour ou alors juste 2 ou 3 relations complètement insatisfaisantes et sans respect de soi. Là, vous êtes dans une relation de 3 mois. Vous découvrez cette histoire d'enfance, mais vous allez vous réparer dans le lien. Et c'est ce qui se passe, parce qu'évidemment, quand on sait comment
amener ce problème, cette faille, voilà, et que l'autre puisse être touché par ça, mais l'autre, il est dans l'accueil. Voilà, c'est pas dans un cabinet de psy. On peut le réparer aussi dans l'échange avec un autre si on s'y prend bien. Voilà. Donc, j'ai peut-être un peu perdu le fil de mon idée. Non, pas du tout. La question était, est-ce que donc c'est accessible à tous ? Oui, tu le dis, puisque oui. Parce qu'on nativement, on est biologiquement ouais. conçu pour créer le lien. Après, et je fais une parenthèse, vous comprendrez tous qui nous écoutez pourquoi j'ai eu envie de faire cet entretien avec Florence, puisque toi, tu ne le sais pas, puisque même si tu es parfaite, mais tu n'es pas yogi, la racine du mot yoga, yuj, veut dire le lien. C'est unir, lier, liaison. Et c'est tout le sens du yoga, c'est de créer une connexion entre le corps et l'esprit, de reconnecter, de réunir, relier le mental et le corps à travers le souffle, à travers la pratique. Et donc, c'est très intéressant parce que la connexion émotionnelle dont tu parles, c'est quelque chose qu'on crée dans la pratique du yoga. Donc, je faisais juste cette petite parenthèse pour que tous nos amis qui m'écoutent comprennent pourquoi j'avais très envie que tu sois là aujourd'hui. Mais en effet, cette connexion émotionnelle, en fait, on l'a tous en nous. Donc, moi, je reçois évidemment beaucoup d'hommes, de femmes, mais souvent très contrôlés. Et ça se voit pas, hein. Elles s'imaginent jamais contrôlées. Mais, et puis, alors souvent, parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir à 50 ans, à 60 ans, à 20 ans, à 30 ans, mais de temps en temps, j'ai des personnes qui viennent me voir à 40, à 42, à 39, sans enfants, en me disant, voilà, je comprends pas, j'ai des relations, il n'y en a aucune qui soit vraiment épanouissante, et puis moi, j'ai très envie de construire une famille, et le problème, il est toujours le même. Enfin, il est toujours le même. Il est souvent le même. Quel que soit l'âge, le profil, le sexe. En tout cas, quand on a traversé sa vie sans vraiment être épanoui dans une relation, c'est que on est dans une posture en fait d'illusion sur l'amour qui nous amène à créer des attentes, qui nous amène à exprimer des choses à l'autre, qui l'amène à ne pas se sentir compris pour ce qu'il est. Voilà, hein, c'est un peu ça le process. Donc, il y a ça. Ou sinon, l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, on s'aime, on est amoureux et tout va bien. Et puis, avec les enjeux de la vie, la transformation du lien, et ben finalement, on n'est plus compétente sur la création de cette connexion parce qu'on est dans le contrôle de soi. On a perdu un petit peu confiance et donc l'autre, en fait, il nous capte plus dans notre essence. Dans notre intégrité. Dans notre essence, dans notre intégrité. Et puis, il y a certaines personnes, en plus, qui veulent s'adapter pour faire plaisir, qui vont faire beaucoup d'efforts pour que ça marche. Et en fait, elles vont faire le contraire de ce qu'il faut faire. Malheureusement, elles vont se dire, bon, bah, je fais des efforts, allez, je suis sympa, je dis rien, j'accepte, etc. Mais en fait, c'est encore pire, parce que c'est comme si vous aviez une bouteille remplie de grains de sable, qui est votre identité, votre singularité, votre personnalité, et à chaque fois, vous la videz. Donc en fait, l'autre, vous croyez lui faire plaisir parce que vous rendez la vie facile, mais au final, l'autre, il ne vous capte pas. Et l'autre, il se met à être perdu. Parce que l'autre, quand il n'a pas un être confrontant, en fait, c'est comme un adolescent, quoi. Pour se construire, vous voyez, comme un papillon qui sort de sa chrysalide, il a besoin de repères, de murs pour se confronter. Et donc, ce qui se passe, et ça c'est hyper important à le comprendre, c'est que quand on s'adapte à l'autre, c'est comme si on demandait à l'autre de s'aimer lui-même. Et donc ça fait flop, et la relation se termine. Alors ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, voilà. Donc attention aussi. Et tout ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas, parce que finalement... Attention à ne pas vouloir trop rentrer dans le moule parfait de l'autre. Enfin, qu'on a projeté comme étant le moule dans lequel on pense devoir rentrer. Oui, en ce moment, j'accompagne une fille, elle a 36 ans, elle est exactement là-dedans. Elle est dans le sillon. C'est-à-dire que comme elle a fait plein de trucs, qui sont super, d'ailleurs, c'est une fille géniale, il y a toujours un sujet qui résonne avec ce que lui raconte son interlocuteur. Et donc, elle va montrer qu'elle aussi... Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas parce que l'autre, je vous ai expliqué le process tout à l'heure, c'est un déracinement. Pour qu'il tombe amoureux de quelqu'un, c'est un déracinement. Et pour qu'il se déracine, il faut qu'il soit projeté dans l'univers de l'autre. Et c'est pas un univers doré. C'est pas un univers de confiance. C'est un univers de sensibilité. Et un univers imparfait.
par Un définition. univers imparfait et un univers très juste. C'est comme si moi, j'écrivais, Élodie, une symphonie de moi. Eh bien, vous voyez, vous allez l'aimer que si je fais pas des fausses notes. Si je fais plein de fausses notes, au bout d'un moment, ça va crisser, vous voyez. Eh bien, dans l'amour, c'est pareil. Plus on est dans sa justesse, et personne ne connaît sa justesse. Parce que, donc c'est pour ça qu'on a créé Love Intelligence. C'est parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est prendre ce parcours émergé de l'iceberg, qui est notre parcours de vie, et aller extraire des axes fondateurs qui sont ni des atouts, ni des valeurs, qui sont des choses très sensibles. Voilà. Et une fois qu'on fait réémerger tout ça et qu'on le livre à l'autre, alors limite Saddam Hussein, vous pouvez tomber amoureuse de lui. J'exagère, Je mais t'adore. c'est pour l'idée. Et alors, Love Intelligence, donc cette méthode qui est accessible à toutes et tous, quel que soit le profil, le parcours, l'âge, le sexe, Ah oui, tu m'as posé c'est des combien questions de sur temps? Ouais. Et ça fonctionne comment? Est-ce que c'est... voilà, comment ça fonctionne? Si demain, je me dis, bon allez, ça te suffit les échecs, je viens chez toi et tu vas me coacher, ou n'importe quelle personne qui nous a écoutés et qui s'est dit, tiens, ça me parle, je pense que je suis concernée. Qu'est-ce que tu nous proposes et comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche de j'ai envie de travailler sur les questions, j'ai envie de déterrer les lièvres de mon schéma. Déjà, parce que je ne suis pas forcément disposée à aller voir quelqu'un. Donc ça, moi, j'ai créé ce que j'appelle la méthode Florence, qui s'appelle, le lien, c'est Love Intelligence Célibataire. Voilà, donc ça, c'est une méthode en 5 étapes, avec l'objectif d'aller déterrer son schéma. Ça, c'est l'étape 1, d'aller comprendre qui est à même de nous rendre heureux, et ensuite d'aller piocher dans ce parcours cette fameuse identité très pure, cette épure de nous-mêmes, pour qu'on puisse être au clair sur quoi livrer. Voilà. Donc là, vous pouvez échanger avec nous par... les gens, ils nous écrivent, on leur répond, mais il n'y a pas d'échange oral. Ensuite, il y a ceux qui veulent juste téléphoner parce qu'ils ont un problème ponctuel. Donc là, c'est un peu comme si on avait une hotline, Love Intelligence, où on nous appelle le matin. On peut avoir un rendez-vous à partir d'11h et on évoque un problème. Et puis Donc éventuellement, ça peut être un date le soir ça peut être un qu'on ne date sait le pas soir. comment gérer. Ça peut être un truc qui s'est passé il y a quelques semaines et on s'enlise. Voilà. Et là, on va juste appeler Love Intelligence. En général, on a souvent chez nous... voilà, Mais pour un couple qui sent pour qu'il un a couple, perdu cette voilà. connexion, Alors cette après, il y a la connexion personne émotionnelle. célibataire qui a envie de retrouver l'amour, Ah oui. et après, il y a le couple. Donc la personne célibataire qui a envie de retrouver l'amour, donc moi, si je peux, je les prends. Donc je prends en 1 heure, et après, je propose un accompagnement qui dure 7 mois. Mais ça, je le propose que si je sens que la personne est ultra motivée. Et dans cette parce qu'un accompagnement de 7 mois, ça envoie, quoi. Il faut vraiment... faire des rencontres, 4 ou 5, pas plus, être dans une... et comme elles deviennent compétentes, ces personnes, dans cette capacité à créer cette connexion émotionnelle, il faut que ces rencontres adviennent, il faut qu'elles débriefent régulièrement avec moi. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Et puis après, j'ai formé des coachs qui peuvent faire ça aussi. Et ensuite, les couples. Alors, les couples, c'est différent. Les couples, il y a aussi une masterclass qui s'appelle Fantastic Couple, où là, l'idée, c'est de muscler la colonne vertébrale du couple pour qu'il puisse traverser tout ce qu'il a à traverser, mais qu'il puisse surtout comprendre comment être compétent pour recréer cette fameuse connexion émotionnelle avec un homme qui est trop isolé, ou avec une femme qui est où ils se comprennent plus, ils se critiquent, ils sont en pleine crise, où il y a une infidélité ou je ne sais quoi. Voilà. Donc ça, c'est Fantastique Couple. Et sinon, il y a ceux qui viennent nous voir. Et donc, ceux qui viennent nous voir, pareil, ce sont des accompagnements de 7 mois avec un peu de travail entre les séances et avec un objectif de coaching. Donc, l'objectif, il est souvent repartir ensemble sur de bonnes bases, il est franchir cette étape difficile, il est... Vous accompagnez des personnes aussi dans le deuil, par exemple, dans le deuil ou dans le divorce, ou est-ce que vous faites entre guillemets, de la reconstruction psychologique et Nous, émotionnelle? C'est que l'amour. C'est-à-dire qu'on ne va pas accompagner une personne... Oui, vous n'êtes pas un cabinet de psy. Non. Nous, on est vraiment là pour ouvrir à l'amour. Alors, ce que je trouve très intéressant quand tu racontes les premières étapes de la méthode et finalement les propos liminaires que chaque personne qui va venir pour être accompagnée doit livrer,
c'est qu'il y a vraiment cette idée de connexion à soi-même, de commencer par se connaître soi-même, par livrer quelque chose de soi-même, par s'explorer pour pouvoir après créer cette connexion émotionnelle. Et en t'écoutant, je me dis que finalement, ça peut servir aussi dans la vie de tous les jours. Parce que nous, on parle toujours de ça dans toutes mes conversations du Ting, dans tous voilà, nos sujets autour du yoga. C'est pour être libre, il faut apprendre à se connaître soi-même. C'est très spinozien comme pensée. Euh, et il faut faire ce travail de retour vers soi. C'est ce qu'on fait dans la pratique du yoga. Mais en t'écoutant, finalement, c'est cette méthode-là. C'est de se connaître soi-même pour recréer l'amour ou créer l'amour. Mais ta méthode, elle peut servir en entreprise, elle peut servir dans les rapports avec ses enfants, dans les rapports avec ses amis. Oui. Alors, se connaître soi-même, en amour, moi, je fais aussi un peu attention à ça parce que l'amour, c'est d'abord de l'ouverture et de l'accueil pour se laisser surprendre par quelqu'un. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, je livre quelque chose de moi, en effet, mais qui n'est pas une connaissance absolue, tu vois, parce qu'en fait, on est des êtres mouvants. Moi, aujourd'hui, je suis tellement différente d'il y a 2 jours, parce que, entre-temps, j'ai eu un truc Surtout les énorme femmes. avec... Ouais, mais tu sais, enfin voilà, un père, il est confronté aussi à une adolescence compliquée, à un enjeu professionnel qui l'a déstabilisé. Donc, le mot connaissance, il faut le prendre avec beaucoup de doigté parce que en amour, c'est vraiment livrer des choses qui sont assez pures de soi, mais qui sont pas débordantes, tu vois, pour l'autre. Parfois, quand on se connaît si bien, ben, on peut être un peu trop dans une forme d'introspection qui va pas créer le pont émotionnel. Donc, c'est pour ça que c'est tout un art. Donc, il faut évidemment se livrer dans sa pureté, mais il faut aussi aller chercher l'autre pour qu'il se sente compris, comme je disais au début de l'entretien, compris comme jamais il a été compris, questionné comme jamais il a été questionné. Donc ça, c'était la première partie de ta question. Est-ce qu'il y a une autre partie à laquelle j'ai pas répondu? Non, je me demandais, est-ce que... Non, non, tu as très bien répondu et merci. Et c'est vraiment dans cette idée de dire on peut utiliser cette méthode finalement dans ses rapports Ah oui, en entreprise, dans ses oui, rapports en voilà, ça, j'ai pas amitié. répondu. Parce que tu vois, en amitié, tu vas aussi quelque part chercher l'autre. Tu viens aussi sur son terrain. Il y a ce jeu d'aller-retour, surtout au début d'une amitié. Tu vois, on tâtonne un peu comme en amour. Ouais, mais bien sûr, de toute façon, l'incidence de ce travail-là, il est sur les amitiés, sur les relations familiales et sur l'entreprise aussi. Moi, je me souviens d'une fille qui était venue me voir, elle avait 33 ans, elle bossait dans une boîte de cosmétiques, et elle me disait, alors vraiment, moi, je parle pas à mes collègues, elles sont toutes superficielles, c'est vraiment, donc je viens, je fais mon taf, je repars. Et bon, en l'occurrence, je l'accompagnais pas sur ce problème-là, mais sur le fait qu'elle voulait trouver l'amour. Et en fait, ça a eu une incidence énorme sur sa vie professionnelle. Et parce que, comme elle rentrait pas en lien, comme elle rentrait pas comme elle était dans une posture un peu critique, et ben forcément, ça a eu beaucoup d'effets positifs sur. Mais en fait, quand on découvre c'est un peu le problème du racisme, hein. Mais quand on découvre l'autre dans sa singularité, ben forcément, il est merveilleux, quoi. C'est dommage que ces méthodes autour de l'amour, la tienne et de façon plus générale ce discours pédagogique autour de l'amour, on le partage pas plus peut-être avec les jeunes ou tu vois à l'adolescence. Moi, je vois mon fils adolescent qui commence à se poser finalement ses premières questions autour de l'amour, en me disant oui mais ma petite copine elle veut trop que je sois tout le temps avec elle, tu vois, donc je vois bien qu'il y a déjà les prémices de ce que nous adultes vivons plus tard justement sur l'espace, la préservation de son espace dont tu parlais en introduction, la préservation de sa liberté. Et finalement, on pourrait, déjà dès l'adolescence, on pourrait Oui, mais moi, je expliquer me bats. ça et tenir ce discours. Ouais. Non, mais c'est très juste. Elodie, moi, je me bats pour ça. Nous, on intervient dans les écoles, hein. On est intervenu là au Murau, dans un collège. On a fait toutes les troisièmes. On intervient dans l'enseignement supérieur parce que là, l'enjeu est énorme. Et comment c'est reçu par les... Bah, c'est reçu magnifiquement par les jeunes parce que, en fait, chez les jeunes Ils se en disent pas c'est collège et en ringard. lycée, ils en peuvent plus du harcèlement. Des panneaux de harcèlement, on fait que de leur bassiner avec le harcèlement. Et le problème, c'est que le harcèlement, on leur en parle avec le panneau collé ou alors faut pas harceler, etc. Donc,
ça les inspire pas beaucoup. Quand on leur parle d'amour et pourquoi en fait il faut se respecter soi et respecter l'autre parce que c'est comme ça qu'on va tomber amoureux, alors ils sont scotchés. Et c'est comme ça qu'ils apprennent le respect de l'autre. C'est parce qu'en fait ils comprennent que à détériorer le lien, ils se font un mal fou par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et donc en fait c'est beaucoup plus aspirationnel de prendre de la hauteur sur comment fonctionne l'état amoureux, quelle est la différence entre l'état amoureux et l'amour, c'est quoi une phase de désillusion. Et t'adaptes, j'imagine, en plus le discours avec les mots qui vont bien pour en les fonction jeunes. en fonction des Mais classes. comme toi qui t'es quand même intéressée à ce sujet de l'amour, même bien avant Love Intelligence, tu étais déjà curieuse, tu étais déjà une observatrice sans savoir que tu l'étais. Est-ce que en 20 ans, tu trouves que l'amour chez les jeunes et le rapport à la sexualité notamment chez les jeunes a beaucoup évolué? Oui, Est-ce il a qu'ils ont beaucoup plus évolué. envie de se mettre en couple? Est-ce qu'ils ont plus envie, au contraire, de fuir le couple? Comment se passe l'amour chez les jeunes aujourd'hui? Mais en fait, comme ils n'ont pas de repères, et qu'il y a plutôt cette mouvance qui est trouve-toi, sois heureux toi, et ben Ouais, finalement, l'injonction à trouver son bonheur. voilà, à trouver son bonheur, à ce que personne n'entrave leur liberté. Eh bien, ils sont plutôt dans un amour de consommation. C'est-à-dire qu'ils sont contents de se lier. Mais comme ensuite, ils n'ont pas les bras pour... comme ils ne sont pas compétents pour faire durer le lien, et que forcément, à un moment donné, il y a une phrase assassine qui va être dite par leur partenaire, où ils vont se dire « Oh là là, mais elle me prive de ma liberté ». Une phrase assassine, une deuxième, et puis c'est la fin de la relation. Donc en fait, les jeunes, ils aimeraient être amoureux longtemps, mais comme il y a cette immense valeur de la liberté qu'ils ne savent pas gérer, alors qu'au final, il faut comprendre un truc, c'est que le couple qui dure, je ne veux pas me prendre en modèle, mais je le questionne aussi beaucoup dans mon couple, le couple qui dure ne dure que parce qu'il y a de la liberté. Un respect de la liberté immense. Et parce qu'il y a le respect de cette liberté, en fait, le couple, ça devient un terreau fertile, tu vois, avec deux individualités qui a cette base de confiance, d'amour, de repos, de paix, la nuit, le matin, voilà. Et en journée, eh bien finalement, c'est comme tu vois, une tige, une racine qui fait qu'on peut aller très loin. Voilà. Et ce n'est pas un amour étouffant, c'est un amour énergisant, en fait, où on est évidemment dans la co-création, dans le co-engagement, et voilà. Oui, Mais est-ce que les jeunes, est-ce que le fait qu'ils puissent finalement consommer sur étagère l'amour, le sexe avec toutes ces applis, enfin, finalement, c'est devenu très, très facile de ils se perdent consommer pendant un de certain temps. l'amour. C'est pas des bases sur lesquelles on peut justement développer, planter ces petites graines et développer et faire pousser quelque chose. Disons que ce qui est grave chez les jeunes, c'est s'ils s'égratignent l'estime d'eux-mêmes dans le lien. Qu'ils aient un espace de vie pendant quelques années où ils butinent, où voilà, ils font leurs études, ils font plein de trucs et ils n'ont pas envie de se mettre à la colle, comme disait ma grand-mère, why not? Mais alors qu'ils ne s'abîment pas dans le lien, si tu veux. Et le problème, c'est que parfois, ils s'abîment dans le lien parce qu'on est quand même né pour être attaché. Et donc, voilà, plusieurs ruptures peuvent Bien sûr. être pernicieuses Et là-dessus. tu parles de s'égratigner. Il y a une idée, moi, qui me touche beaucoup parce que je vois beaucoup d'élèves qui sont sensibles à ça ou touchés par ça. C'est la dysmorphophobie. L'idée de se voir beaucoup moins beau que l'on ne l'est en réalité, d'avoir un jugement toujours critique sur soi-même. Tu connais, j'imagine, par cœur. Et justement, ce sont des personnes qui ont pu être égratignées par un amour malheureux, une adolescence compliquée ou voilà, un rapport à l'autre peut-être compliqué à un moment et être heurté. Et on voit alors beaucoup de femmes, mais aussi des hommes, qui ont cette critique permanente à leur égard et qui sont tellement durs vis-à-vis d'eux-mêmes qu'ils ne pourraient jamais l'être autant vis-à-vis d'un tiers. Oui, Est-ce mais que, tu vois, est-ce que ça, cette... c'est pas grave. Non, Ce mais qui la est grave, dysmorphophobie, oui, quelque part, je suis convaincue, mais je suis ravie si tu me dis le contraire, que ça joue beaucoup dans l'équilibre d'un couple. Parce que quand on n'aime pas son corps et quand on n'aime pas qui on est,
Et que soit on se cache, soit on rentre dans des compulsions alimentaires, soit on cherche à être quelqu'un d'autre puisqu'on n'assume pas le corps et le physique qu'on a, tu ne peux pas être dans un rapport équilibré et aimer de façon équilibrée si tu ne t'aimes pas toi-même. Ça passe par là quand même. Oui. Alors tu vas me dire le contraire, tant mieux. Non, mais si tu veux, on peut pas, on s'aime pas soi-même. Parce que nous, on raconte ça toute la journée. Ouais. Mais on peut pas s'aimer soi-même en un coup de baguette magique. Et c'est pas parce qu'on s'aime pas complètement soi-même qu'on peut pas trouver l'amour, parce que précisément, c'est dans ces espaces où on s'aime pas soi-même que l'autre, il peut venir et y trouver sa place. Moi, je rencontre des personnes qui vont super bien, qui ont plein de copains, qui vont au ski, qui ont un job qui les épanouit, qui ont un appart qui leur convient, et ils sont pas heureux en amour. Tout va bien dans leur vie, sauf l'amour. Ça, souvent, on vient voir. Donc, et ils sont pas malheureux, ils pleurent pas le matin, etc. Donc, il faut comprendre que justement, ce qui est pernicieux dans notre société aujourd'hui, c'est ce véhicule de pensée qui fait qu'on n'est pas bien comme on est. Alors qu'au final, on prend toute une vie à aimer. Et aussi, on peut prendre toute une vie à s'aimer soi. Ça prend du temps de s'aimer soi. À 20 ans, à 14 ans, on ne s'aime pas forcément soi. On est, tu vois, on est encore un peu intriqué par les exigences de ses parents. Après, on veut se conformer au groupe, etc. Donc, à partir du moment où on dit aimez-vous d'abord vous-même et ensuite vous trouvez l'amour, eh ben, ça amène une posture avec un grand écart. Et c'est là où ça va pas dans notre société. C'est-à-dire que ça amène une posture où je vais te montrer un peu différemment de moi parce que précisément, ça, c'est pas beau du tout. Et voilà. Alors qu'en fait, on est tous des merveilles et on est des merveilles dans notre cheminement actuel. Donc évidemment qu'on se fait mal parce qu'on ne comprend pas ça. Mais celui qui est blessé, moi je ne rencontre évidemment que des gens blessés. Puis de toute façon, on a tous nos failles plus ou moins Oui, fortes. puis pour faire la démarche de venir chez Love Intelligence, c'est de se dire, ok, d'abord il faut admettre qu'on a un problème. Et ensuite, il faut développer l'envie de le régler. Oui, mais tu vois, si les jeunes ou si les moins jeunes comprenaient cela, c'est-à-dire, tiens, moi avec mes casseroles et lui avec ce passé un peu là, est-ce qu'on va réussir à former un couple là? Eh bien, en fait, oui. Si on parvient à comprendre comment, en fait, ma connaissance de ton histoire, mais ma connaissance profonde, non pas de moi-même, mais de ton histoire, qui t'amène à réagir comme ça, ce qui m'agace tellement, comment ça résonne avec mon histoire, etc. Si on arrive à prendre du recul là-dessus et à se dire tous les deux, tiens, t'as vu, on est tout le temps agacés par le même sujet, allez, à un moment donné, on arrête, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Okay, et là, en fait, on va comprendre le jeu de réparation qui se fait et en fait, on va être dans l'accueil de ça. Et ça, si on l'explique pendant 1 heure ou pendant 2 heures ou qu'on fait quelques dialogues là-dessus, c'est acquis, c'est comme on a appris à faire du vélo et alors on comprend et on peut aller trouver des hommes qui ont des failles, trouver une femme qui a une profonde jalousie et il y a une réparation qui va se faire dans le lien parce qu'on aura la bonne lecture et la bonne communication là-dessus. Mais c'est dur. Ah oui, il faut comprendre tout ça. Est-ce que ça passe aussi par un travail sur le corps? Alors moi, sur c'est le pas corps, comme ça que sur je le travaille. souffle, sur le sommeil, est-ce qu'il y a d'autres dimensions alors peut-être pas moi, je sais pas proposer, faire sur ces non, sujets-là. mais pas proposer chez vous, mais est-ce que tu vois dans les personnes que tu accompagnes une amélioration si on enrichit finalement la méthode en parallèle d'un travail sur le corps ou sur le souffle ou sur le sommeil ou voilà, je pense à ça parce que nous on propose sur le Tigre Yoga Play un parcours de tantra yoga. Et qui est beaucoup sur le rapport au corps. Et ce n'est pas forcément la sexualité, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Le tantrisme n'est pas que le lien sexuel, mais c'est vraiment tu parlais de dire qu'on est tous des merveilles. L'idée, c'est de dire que le divin est dans le corps, tu vois, que tout passe par le corps. C'est les fondements de la philosophie du tantra. Et c'est vrai que finalement, quand je t'écoute, je me dis, mais tu vois, tout ça est très... et passionnant psychologiquement. Et je suis émerveillée d'entendre tout ça parce que je trouve que finalement, ça nous parle à tous. Mais quel est le point de passage par le corps?
Mais tu me poses une colle. Ah, mais Parce tant que mieux. tu sais, moi Ça me fait je suis, plaisir. j'aime l'eau, donc je suis tout le temps sur Oui, l'eau. Donc toi, moi, t'es ma une manière, kitesurfeuse incroyable. oui, ou wingueuse, je fais du kayak, je nage beaucoup. Mais Et donc, tu passes par le corps aussi. ben, en effet, c'est-à-dire que j'ai besoin de, Du contact avec les éléments. voilà, Quand du tu m'as contact dit que avec tu les faisais éléments. ça, Tiens, mais tu d'ailleurs, es les avec l'air, éléments, avec l'eau, avec le feu. Tu as tous les éléments dans les pratiques que tu fais. Et je pense que dans chaque discipline, je fais pas du prosélytisme uniquement pour le yoga. Un peu, certes, mais pas que. Et je pense que voilà, ce retour au corps, il peut passer par différentes méthodes, par différents canaux. Et le contact avec les éléments est hyper intéressant pour se réapproprier une sensorialité, pour se réapproprier quelque chose qui peut avoir un peu disparu mais à fond, les ou éléments. avec lequel on a mis une distance. Hmm. Mais bien sûr, les éléments, parfois quand j'accompagne des personnes qui sont, tu vois, voilà, elles sont dans leur tout premier mois, ça fait 3-4 mois qu'on est en accompagnement, elles sont dans le tout premier mois d'une relation. Et la connexion émotionnelle, elle est dure à établir. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais tu vois, parfois, le premier rendez-vous, il se passe super bien, puis le deuxième un peu moins, donc on va quand même se revoir une troisième fois. Là, les éléments rentrent en compte. Parce qu'il ne faut surtout pas, tu vois, aller faire une expo, aller faire un resto. Il y a des moments où les éléments nous aident. Pendant le confinement, par exemple, moi j'ai aidé plein de gens qui allaient se promener, hein, tu vois, un peu cachés sur les quais, et puis il pleuvait, il faisait froid, et ça rapproche en fait. Il y a, évidemment qu'on peut s'aider de la nature de cette immensité, surtout ne pas parler, sentir qu'à un moment donné, il y a un espace qui se fissure. L'état amoureux, c'est quelque chose qui se fissure, et les éléments nous aident. De temps en temps, quand par exemple les gens que j'accompagne font leur premier week-end ensemble, je leur dis surtout les éléments, plutôt voilà, la grande balade en forêt, la montagne, la mer, Un bain de un mer. peu moins que d'aller visiter Florence pendant 3 jours avec que des expos, tu vois. Ouais. Ouais, se remettre dans la sensorialité ou se remettre dans la matière de la terre. C'est ça, se remettre dans un espace en fait vide Bon, voilà, de ça c'est paroles. avis à tous ceux qui nous écoutent, qui vont partir à faire leur premier week-end ou peut-être leurs premières vacances cet été avec Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, leur tu sais, nouvel Elodie. amoureux et leur nouvelle amoureuse. Eh oui. Écoutez, Florence, allez vers les éléments, pas trop de musée. Non, mais tu vois, puisqu'on est à l'aune de l'été, moi je me souviens d'une cliente qui disait, nous, chaque été, on part avec une bande de copains. Et en fait, j'en ai marre. Et évidemment, en fait, tu vois, à un moment donné, entre les deux enfants qu'ils avaient, les copains, etc., ils se retrouvaient pas, ils se ressourçaient pas. Et ils avaient besoin d'une poche de... Moi, c'est mon mari qui m'a toujours dit, Florence, pendant l'été, pendant 15 jours, c'est sans amis, sans famille. On prend plus de vacances que 15 jours, mais il y a un espace qui dure 15 jours où on est avec nos 3 enfants. Et je trouve qu'il y a toujours eu raison de ce point de vue-là, parce on a besoin d'un peu d'espace vide pour se reconnecter. Mais je pense que c'est un des vrais sujets, c'est retrouver de l'espace vide et retrouver son espace pour mieux retrouver l'autre. J'ai une dernière question, j'en ai plein, j'ai 500 questions. Mais j'ai juste pas terminé, tu sais, les étapes de l'amour, parce que la première, c'est l'état amoureux. Ah, Et si tu me permets, parce que j'ai peur mais sinon bien sûr. d'avoir plein de questions après, et je préfère éclairer les gens là-dessus. Donc, tu vois, l'état amoureux, c'est un état biologique où on est transformé. Après cet état amoureux, c'est incontournable, on a la désillusion. D'accord ? Et donc, cette désillusion, elle est dure à vivre. Parce que certains la vivent comme un coup près, et d'autres, c'est quelque chose qui s'étire. Et donc, forcément, une des deux personnes va la vivre en premier. Et c'est là où les relations sont ultra fragiles. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y en a un, imaginons que c'est l'homme, tu vois, qui s'est mené, démené, qui a sué, etc., pour conquérir. Et puis ensuite, il est dans l'état amoureux, tout se passe bien. Et puis à un moment donné, ben, il est un peu... il reprend un peu ses esprits, il reprend ses dossiers professionnels, etc. Et il se désengage un peu du lien. Et puis il a dit des trucs de ouf, quoi, qu'il était fou amoureux. Et puis il se dit, mais quand même, est-ce que j'ai dit tout ça ? Est-ce que... Voilà. Et c'est normal de vivre ça. Et donc la personne qui est en face, si c'est la femme, elle a mis du temps à accorder sa confiance. Et quand enfin elle accorde sa confiance, eh ben, bizarrement, si c'est à ce moment-là que l'autre il se retire, alors c'est là où c'est
Voilà, c'est la période où malheureusement il y a beaucoup de couples qui cassent. Donc il faut comprendre que la désillusion, elle est incontournable puisque l'état amoureux, on ne peut pas le vivre éternellement. Donc cette désillusion, il faut savoir bien la gérer. Je pourrais en parler plus longtemps. Si on arrive à traverser cette phase de désillusion, qui est de toute façon très saine, on va rentrer, malheureusement pas dans une phase encore très cool, on va rentrer dans là où stagnent 80% des couples. Il y a une étude aux États-Unis qui a été faite sur 2 millions de couples. Tu as 80% des couples qui ne bougent pas de cette phase, que j'appelle la phase, qu'on peut appeler la phase de lutte de pouvoir, ou la phase en fait où chacun est dans son écosystème de pensée. Moi, ma vie, pour gérer les vacances, pour gérer les enfants, pour gérer le travail, pour gérer une maison, le ménage, le je sais pas quoi. Ça fait beaucoup de sens, donc je vais t'expliquer, toi que j'aime, voilà. Et sauf que lui aussi, il a son écosystème de fonctionnement, et donc il y a toujours un ou deux sujets sur lesquels ça crispe complètement, voilà. Et donc Et ça peut devenir le modus vivendi de chacun la solidification de son écosystème. voilà. En fait, c'est ça. Il faut comprendre que ce jeu, il est complètement naturel de préserver son espace. C'est comme si tu étais un adolescent. Tu vois, c'est un adolescent 15 ans plus tard, imaginons il a 30 ans, tu as quelqu'un qui lui redit la messe, comment il doit ranger, pas mettre ses chaussures dans l'entrée, gérer ses vacances comme ça. Il lui dit ah non, on m'a déjà fait le coup, moi. C'était ma mère et mon père, là, quand j'ai. Donc c'est ça qui revit. Donc c'est normal qu'ils mettent de la distance sur attends, toi tu veux gérer comme ça, moi je gère pas comme ça. Donc la première erreur, c'est qu'il y en a un des deux qui s'adapte. Ça, c'est la cata. Et la deuxième erreur, c'est que chacun reste sur ses positions et cherche à convaincre. Parce que sa logique, elle est hyper logique pour lui. Donc c'est normal d'aller lui dire attends. En plus, il y en a un qui a la loi pour lui. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on lave, c'est comme ça qu'on fait les vacances, c'est comme ça qu'on éduque un enfant. Alors qu'en fait, non, il y a autant de manières de faire. Voilà. Donc sortir de ces postures, c'est passionnant, mais il faut comprendre comment sortir. Hein, et en sortir, alors là, c'est là où tu pivotes complètement. À un moment donné, tu abordes les sujets de friction avec un regard complètement différent où tu rentres dans la connaissance de l'autre. Voilà. Et ensuite, tu passes dans la phase 4. Et la phase 4, c'est une phase où, en fait, tu remets plus la relation en question à chaque dispute. Tu te dis plus, si c'est pas comme ça, on se sépare. En fait, tu es dans la co-création d'un lien de qualité, le co-engagement, voilà, et une communication, en fait, où à chaque fois, tu mets quand même beaucoup de tact et de doigté pour affirmer quand même qui tu es, mais dans le respect de la différence de l'autre. C'est passionnant et vraiment, je pense que j'aurais encore 500 questions à te poser, mais je vais peut-être prendre rendez-vous chez Love Intelligence, mais avec toi. J'ai une question à te poser, une dernière question à te poser, parce que tu as parlé plusieurs fois, tu as cité plusieurs fois le mot repère, et tu as parlé au début de perte de repère. Et en effet, on a souvent discuté de ce sujet avec mes invités des Conversations du Tigre. Il y a eu ce délitement majeur des repères spatio-temporels parce qu'on ne savait plus ce qu'on avait le droit de faire, où on avait le droit d'aller, quand, quoi, comment, on annulait, on reprogrammait, on réannulait. Et le cerveau n'est pas fait pour gérer un tel niveau d'incertitude. Et ça a duré malheureusement beaucoup plus que quelques semaines, puisqu'on a eu à peu près 2 ans. Et tu parlais de perte de repères, je pense qu'on est vraiment dans ça, dans cette perte de repères. J'aime beaucoup te demander quel serait, toi, ton conseil si on sent qu'on est encore dans cette phase de désorientation majeure. Quel serait ton conseil pour se réorienter ? Écoute, mon conseil, c'est que dans l'instabilité, il y a beaucoup de choses qui émergent quand même. Parce que tu vois, la vie de couple est quand même très instable. Elle est très instable parce que on est très souvent chahuté. Tu as la maladie d'un proche, tu as l'adolescence, etc. Et donc, le repère que l'on a, c'est l'expression de sa fragilité. Tu vois, moi, hier soir, j'étais très déçue sur des amitiés, etc. Et je me suis livrée à mon mari, il était tard, il m'a dit, pourquoi tu me parles de ça? J'ai dit, mais à qui d'autre puis-je en parler puisque... et, euh, et c'était magnifique, voilà. Bon, alors évidemment, j'ai su lui exprimer, il a su m'écouter. Mais tu vois, c'est ça qui est beau, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a rien d'immuable. Enfin, tu vois, rien n'est figé. Et quand on sait
que notre vulnérabilité, c'est notre merveille et que l'autre, il va nous capter là-dedans, alors le couple, il peut aller très loin. Et c'est ça notre père, j'ai envie de dire. Parce que D'accepter et de construire sur cette vulnérabilité. d'accepter de construire sur cette vulnérabilité et que si je veux réveiller l'ogre chez l'autre, tu me donnes 3 minutes, j'y arrive super bien. Si je veux réveiller la merveille, tu me donnes 5 minutes et j'y arrive aussi très bien. Tu vois, donc on est des êtres de lien. L'autre, il n'est que ce que l'on fait émerger chez lui. C'est magnifique. Merci parce que vraiment, je pense que cet éclairage est non seulement passionnant, mais très constructif. J'espère que vous aurez autant aimé, apprécié et réfléchi que moi en écoutant cette conversation et en écoutant tous voilà, à la fois ce décryptage, ces conseils. J'adore la spontanéité avec laquelle tu partages ça parce qu'on te sent tellement habité par ton sujet et tellement dedans et en même temps tu fais rêver parce que tu es très solaire et très nature. Et je crois que tu es un très bon reflet de l'idée qu'il faut être intègre et qu'il faut être soi-même et ne pas jouer des rôles en permanence pour rentrer dans ce que l'autre, finalement, l'autre avec un grand A, attend de nous. Et c'est très inspirant. Je suis sûre que vous avez tous compris pourquoi je n'avais pas envie de parler de yoga, mais parler d'amour et en quoi, finalement, c'est une forme de yoga. Merci infiniment, Florence, de nous avoir accordé ce temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous un très bel été qui se prolonge, un été ensoleillé et rempli d'amour. Prenez soin de vous. Namasté. Et moi, je dis love. Alors, Merci, love Elodie. aussi. À bientôt, Florence. À bientôt.